Monsieur Alalouf, merci d'avoir bien voulu nous recevoir pour parler de votre dernier ouvrage. Merci à vous. Celui-ci, Le socialisme, malade de la social-démocratie. Je note qu'il n'y a pas de point d'interrogation. Voilà, bah écoutez, peut-être que vous pourriez vous présenter en nous décrivant ce que vous avez fait, notamment à l'université, ce que vous avez écrit, vos différents ouvrages et vos contributions dans des revues politiques. Donc, ce livre n'entre pas, disons, directement dans le travail universitaire qui a été le mien. Je travaillais sur les problèmes d'emploi, de qualification, de chômage. Je n'ai pas fait de sciences politiques, je ne me définis pas comme politiste, bien que j'ai travaillé sur le mouvement ouvrier, le mouvement syndical. Donc ce n'est pas issu directement de mon travail académique, c'est plutôt un mélange à la fois de mes intérêts académiques pour le mouvement ouvrier, mais qui ne sont pas qu'académiques, et aussi de ma vie militante, je dirais, de ma vie engagée. Non pas comme membre d'un parti, je ne suis pas membre ni du Parti socialiste, ni de quelconque parti, je ne suis pas non plus un ancien communiste dégoûté ou pas dégoûté. N'empêche que j'ai une vie militante depuis très longtemps, liée au mouvement syndical en général, et disons à la lisière du Parti socialiste, en marge, à la lisière, à l'écart du Parti socialiste, mais toujours accompagnant ce mouvement d'une certaine manière, comme m'identifiant à ce qu'est la gauche socialiste. Et donc, ce que j'ai voulu aussi montrer ici, en particulier comme élément d'héritage de cette période, c'est l'intérêt et l'importance des oppositions socialistes, de la gauche socialiste, des oppositions à l'intérieur des partis socialistes, qui ont existé à travers tous les partis, qui ont joué un rôle important, mais qui finalement ont toujours été écartés. De se dire qu'il y a là quelque chose à retenir de cette histoire. À un moment précisément où les partis socialistes sont dans une mauvaise passe, les partis sociodémocrates traversent une passe très difficile, certains ont même disparu de l'horizon politique dans pas mal de pays, d'autres sont extrêmement affaiblis et presque en voie de disparition, d'autres enfin existent toujours et ont un rôle important, bien que un rôle diminué par rapport à celui qu'ils ont eu dans le passé. Donc à un moment où cette famille socialiste traverse une passe très difficile, qui n'est pas seulement la sienne, qui est aussi celle de l'ensemble des formations qui existent aujourd'hui. Et finalement, d'ailleurs, d'une certaine manière, la chute des socialistes, qui est bien réelle, est beaucoup moindre que celle de la chute des sociodémocrates partout en Europe. La famille social-démocrate, la famille social-chrétienne, pardon, la famille démocrate-chrétienne, qui a joué un rôle majeur, comme la famille socialiste dans le développement de nos sociétés. Ce sont finalement les deux familles politiques qui ont joué un rôle important. La situation de la famille socialiste n'est pas pire, elle est meilleure que celle de la famille démocrate chrétienne en Europe. D'accord. Donc, ce que j'ai voulu voir, c'est qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir de cette histoire sociale qui a transformé nos sociétés. Depuis son existence, depuis la fin du XIXe siècle, ce qu'on a appelé la social-démocratie, la famille socialiste, a joué un rôle majeur dans la transformation des sociétés. Aujourd'hui, elle est en déconfiture ou en difficulté majeure. Mon idée était non pas de la juger ou quoi que ce soit de semblable, mais de voir qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire que l'on peut retenir et qui peut être utile pour nos combats à venir, pour nos combats actuels et à venir. Voilà. D'accord. Alors, on peut peut-être commencer par le constat que vous faites sur, finalement, la maladie de la social-démocratie donnée au socialisme. Quel est le constat, en bref, que vous faites? La social-démocratie est apparue, s'est constituée comme l'expression politique de ce qu'on appelait le prolétariat, les classes populaires. C'est l'expression politique, ça c'est son explication première, ce n'est pas une idéologie, c'est d'abord l'expression politique du prolétariat. Et en même temps, le mouvement d'émancipation des classes populaires. Ça c'est le fondement, la raison d'être, les racines
du mouvement socialiste dans son ensemble, c'est-à-dire aussi bien les communistes que les socialistes qui faisaient partie de la même famille politique jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Van der Velde en Belgique, Jaurès en France, Lénine en Russie, Trotsky, enfin tous ces gens faisaient partie d'une même famille politique jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, pardon. Jusqu'à la Première Guerre mondiale. Jusqu'à la guerre. Ouais. La scission se fait sur deux plans. D'une part, la prise de position de plusieurs partis sociodémocrates de l'époque pour les dépenses militaires, pour leur pays dans une guerre. Donc ce n'était plus l'internationalisme et le patriotisme qui dominaient. Et donc le fait que certains ont considéré ceux-ci comme des socio-chauvins d'une certaine manière, des socio-patriotes, des socio-chauvins. Et ensuite la révolution russe de 17 qui a séparé ceux qui avaient pris fait et cause pour la révolution d'octobre et ceux qui défendaient davantage la démocratie parlementaire. Ceci a été la scission entre socialistes et communistes. Mais globalement, initialement, ce qui fonde cette famille politique, c'est d'être l'expression politique des classes populaires. Si bien que la maladie de la social-démocratie, c'est le fait d'avoir perdu progressivement le soutien de ces classes populaires. Que cela a pu se produire à différents moments, et ce que j'essaye de montrer précisément, c'est que l'histoire n'est pas exactement la même suivant les partis, que c'est une histoire beaucoup plus complexe et que les évolutions ne sont pas toujours les mêmes, parfois même en sens opposé suivant les partis, mais que globalement il y a une évolution qui a été plus ou moins semblable et qu'un moment très important a été marqué dans les années 80 à 2008 en gros, c'est-à-dire avec l'arrivée de la troisième voie blairiste, du nouveau centre allemand, c'est-à-dire d'un moment où finalement il y a eu un divorce entre les classes populaires et le mouvement et la social-démocratie, les partis socialistes. À ce moment-là, à partir du milieu des années 70 déjà, la situation changeait, le chômage augmentait, la croissance du capitalisme n'était plus la même que celle qu'elle avait été auparavant. Et à partir de ce moment, les socialistes se sont progressivement ralliés aux politiques néolibérales qui ont remplacé les politiques antérieures, qui étaient en fait celles qu'eux déterminaient pour l'essentiel. Parce que les politiques qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, que j'ai appelées des politiques marxo-keynésiennes, ce sont des politiques qui ont œuvré dans le sens de l'amélioration du niveau de vie des classes populaires, d'une diminution considérable du temps de travail, d'une augmentation de l'emploi tout à fait considérable, parce que l'emploi n'a jamais diminué, d'ailleurs jusqu'ici, l'emploi a toujours augmenté, le temps de travail a diminué, et jusqu'au milieu des années 70, il a diminué de manière considérable, et les revenus des travailleurs, les salaires ont considérablement augmenté. Que ce cycle, que l'on appelle à tort sans doute l'âge d'or de la social-démocratie, à tort parce que les choses n'ont pas toujours été roses, il y a eu aussi les politiques coloniales scandaleuses, il y a eu toute une série de faces sombres, de conflits sociaux majeurs, ce n'est pas du tout une période de concorde sociale, que du contraire. Donc, mais c'est l'âge d'or dans le sens où c'est une période pendant laquelle les sociodémocrates, les socialistes ont connu leur meilleur score électoral. À partir du milieu des années 70, il y a un retournement de situation. Progressivement, d'abord sans doute de manière contrainte, mais plus tard de manière choisie, on a assisté à une conversion de la social-démocratie au néolibéralisme. Ceci s'est fait en gros en deux phases. Une première phase plutôt soft entre les années 80 et 90, et une deuxième phase plus dure, plus hard, à partir de la chute du mur de Berlin, de la chute des pays de l'Est entre 90 et la crise financière de 2008. Pendant cette période, globalement, les sociodémocrates n'ont pas fortement reculé. Mais leur public a déjà beaucoup changé. Ils ont été beaucoup abandonnés par des classes populaires, par un public peu scolarisé, etc. Mais
électorat qui a été remplacé par l'apport de classe moyenne globalement, mais de classe moyenne plus volatile, moins fidèle que n'avaient été les classes populaires pour les socialistes. Les seuls groupes qui sont restés constamment fidèles aux socialistes, toujours maintenant, ce sont les classes populaires issues de l'immigration. Dans tous les pays, ces classes populaires restent encore un soutien important des partis socialistes. Parce qu'effectivement, ce que la droite leur offre, c'est du racisme, c'est des choses qui sont beaucoup moins acceptables pour eux que pour d'autres. Donc les seules classes populaires qui restent toujours attachées aux socialistes, ce sont celles issues de l'immigration. Ce serait donc dangereux qu'ils les perdent aussi maintenant avec toute une série de tendances qui sont à l'œuvre. Donc, progressivement, une distanciation des classes populaires et qui a été particulièrement importante après la crise financière de 2008. Pourquoi ? Après la crise de 29, les sociodémocrates avaient des solutions. Ils étaient venus avec des solutions qui leur étaient propres, celles donc que j'ai appelées marxo-keynésiennes. En 2018, il n'y a rien. Pour la première fois, alors on est dans une crise du capitalisme qui est d'une grande importance, d'une très grande importance, les sociodémocrates sont muets. Et après la crise, alors que certains s'attendaient à ce que l'on puisse changer de politique, justement, qu'on ait vu les impasses du néolibéralisme et de ce capitalisme débridé dans lequel on se trouvait, que d'autres solutions puissent être avancées. Il n'en a été rien. Les choses ont continué comme avant, voire même en pire. Et aujourd'hui, c'est bien la situation à laquelle on est confronté. À savoir, au moment même où, après la crise sanitaire, ce que j'ai estimé être le noyau qu'il faut sauvegarder de la social-démocratie, le rapport majeur, à savoir ce qui se trouve au centre de l'État social, la sécurité sociale, les services publics, cette capacité à faire en sorte que les richesses privées soient mutualisées pour donner lieu à des services ou des biens communs, collectifs, qui est évidemment le sens de cet état social que nous avons eu, qui permet précisément d'ailleurs à une société socio-écologiste de se développer, parce que c'est bien cette mutualisation de richesses privées pour des biens publics qui doit en être au centre. C'est-à-dire, au moment même où la marque de fabrique de la social-démocratie devrait s'imposer, on voit qu'il n'en est rien et qu'ils ne sont pas capables de le faire parce qu'ils ne jouissent pas de la crédibilité nécessaire, non pas qu'ils ne veulent pas le faire, non pas que ceci ne peut pas être inscrit dans leur programme, mais que globalement, ils ne jouissent pas de la crédibilité nécessaire pour mettre ces éléments en œuvre. D'où mon idée de se dire qu'aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin de ce qu'a pu être la social-démocratie. Mais que ceci, en tout cas pour ceux qui ont vu une société plus égalitaire, plus juste, que c'est bien cela qu'il faut essayer de faire advenir. Mais qu'est-ce qui permettra de le faire ? En ce qui me concerne, je n'en sais rien. D'ailleurs, ça doit dépendre d'un pays à l'autre. Est-ce que c'est la social-démocratie qui est la mieux à même pour essayer de porter de nouveau un certain nombre d'éléments qui ont fait son identité ? Ou bien est-ce que c'est à la gauche radicale qui se développe aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est aux écologistes qui se développent aujourd'hui ? Ou à de nouvelles forces sociales qui pourraient émerger des conflits sociaux actuels ? C'est un débat qui reste ouvert et auquel en tout cas je n'ai aucune réponse. Mais ce que moi je veux dire, la réponse que je veux apporter, c'est que dans ce siècle et demi de social-démocratie, il y a quelque chose de très important, un trésor, comme le laboureur qui laboure sa terre et qui cède à ses enfants un trésor, qui a là un trésor caché, et que ce trésor, c'est bien ce qui a fait le cœur de l'État social. Justement, vous venez de parler de cette classe ouvrière dont les sociodémocrates se sont dissociés progressivement. Mais justement, cette classe ouvrière, quelle est sa situation, quel est son état aujourd'hui ? Je me souviens qu'il y a quelques années, on disait régulièrement que le principal parti ouvrier en France était le Front National. Le principal parti ouvrier en France, c'est les abstentionnistes, de très très loin. Surtout aujourd'hui, encore récemment. Surtout aujourd'hui, le principal parti ouvrier en France, comme dans pas mal de pays,
sont devenus les abstentionnistes, c'est-à-dire beaucoup de travailleurs, beaucoup de segments de classe populaire qui se distanciaient des partis socialistes auxquels ils étaient attachés précédemment, mais qui ne vont pas jusqu'aux conservateurs, jusqu'à la droite, et qui se réfugient dans l'abstention. Le principal parti ouvrier aujourd'hui, c'est le parti des abstentionnistes. Et puis, pour le restant, effectivement, politiquement déjà, c'est très bien. D'abord, les nationaux populistes, un peu partout, effectivement, en France, le Rassemblement national, parmi les partis constitués, est sans doute celui qui recueille le plus le vote ouvrier en France. C'est aussi le cas dans pas mal d'autres pays. Ce n'est pas le cas en Wallonie. En Wallonie, le vote populaire reste pour l'essentiel encore au Parti socialiste et ensuite au PTB, ce qui fait pas à la gauche radicale telle qu'elle se développe un peu partout de manière très différente. Parce que si les partis socialistes sont très différents d'un pays à l'autre, la gauche radicale est encore plus différente selon les pays que l'on considère. Et donc, du côté wallon et bruxellois, il y a une majorité à gauche qui est toujours forte, même très forte, avec un vote populaire qui s'appuie toujours sur un vote populaire et qui est constitué par les partis socialistes, PTB et écologistes. En Flandre, c'est déjà tout à fait différent. Déjà, et d'ailleurs l'évolution des deux partis n'a pas été la même. À deux moments importants. Un premier moment dans l'histoire de recentrage des partis socialistes, c'est le congrès de Bad Godesberg du SPD, le premier des partis socialistes, le parti socialiste phare, celui qui dicte le tempo des socialistes, ce sont les socialistes allemands depuis leur création. Donc en 1956, au congrès de Bad Godesberg du SPD, les socialistes allemands prennent leur distance vis-à-vis de leurs racines, disons, de leur origine marxiste en particulier, et se disent davantage l'expression du peuple que de la classe ouvrière. Et donc, là, il y a une première grande distanciation qui sera suivie en gros par l'ensemble des socialistes. C'est bien le moment où le Parti socialiste belge à l'époque, PSB, Parti socialiste belge à l'époque, prend plutôt le tournant contraire. Ce sont les grèves de 60-61, ce sont les réformes de structure. Le Parti socialiste belge de l'époque ne prend pas le tournant de Bad Godesberg à ce moment-là, même si plus tard il ira dans ce sens-là. Et le deuxième grand moment, c'est celui de la troisième voie de Tony Blair, le nouveau centre de Schröder. Là encore, le Parti socialiste ne prend pas cette voie-là, même si les gouvernements à participation socialiste entreront dans cette... Il faut dire aussi que j'ai remarqué quelque chose d'assez paradoxal, c'est que dans les pays où les partis socialistes ont accédé seuls au pouvoir, pour les exemples que j'ai pris, le Parti travailliste britannique avec Tony Blair, ou les sociodémocrates allemands avec Gerhard Schröder, où ils étaient en plus avec les écologistes ailleurs, le tournant très à droite a été pris très facilement. C'est aussi la même chose, contrairement à l'image qui lui est attachée, pour les socialistes suédois. Ils ont viré tout à fait à droite. Alors que les Belges, dans des gouvernements de coalition, ont défendu des positions de gauche au sein des gouvernements de coalition. Mais bien sûr, ce qui s'est passé en Belgique, c'est que ce sont les seuls qui sont restés si longtemps au gouvernement pendant la période néolibérale. C'est un record absolu, 26 ans jusqu'à l'avènement du gouvernement de Charles Michel, gouvernement sans doute le plus à droite depuis la guerre. Jusqu'à ce gouvernement-là, les socialistes ont été au gouvernement pendant 26 ans, je veux dire. C'est des gouvernements... Alors, quand aujourd'hui ils disent « ce n'est pas nous, c'est les autres », en quoi ils ont moitié tort, moitié raison, ils sont difficilement crédibles. C'est cela qui pèse très fortement, je pense. C'est cette présence active, longue. Mais ils n'ont pas fait des dégâts. D'ailleurs, on voit bien dans notre système social, comparables à ceux de François Hollande en France, de Blair en Allemagne, ou de encore plus Schröder, qui est le plus terrible d'entre eux, qui est le plus
le plus violent, c'est là que ça s'est fait avec le plus de violence, ou que Schröder en Allemagne. Ils n'ont pas fait ces mêmes types de dégâts, même s'ils se sont ralliés aux politiques néolibérales des coalitions gouvernementales auxquelles ils ont participé. Et la différence entre la Flandre et la Wallonie est quand même importante. Le Parti socialiste flamand, le SPA, qui a aujourd'hui d'ailleurs abandonné la dénomination socialiste elle-même, puisqu'il s'appelle Vooruit, donc s'est rallié assez facilement à la ligne Blair, a perdu beaucoup en Flandre, est devenu un parti tout à fait secondaire, je dirais, à pas mal d'égards secondaire en Flandre, plutôt de classe moyenne, et pas, alors que les ouvriers flamands votent plus Vlaams Belang ou NVA aujourd'hui. Il y a évidemment Groen, qui est aussi un parti de classe moyenne, et il y a le correspondant du Parti de travail qui existe également en Flandre. Mais je veux dire, en Flandre, on a un paysage politique qui est majoritairement à droite, voire à l'extrême droite, alors qu'en Wallonie, à Bruxelles, nous n'avons pas d'extrême droite. Et ce n'est pas tout à fait au hasard. On aurait pu penser que c'est les hasards de l'histoire, le fait qu'il n'y a pas un chef charismatique ou des choses semblables. Mais sur une durée aussi longue, peut-être que ça ne va pas durer encore longtemps, je n'en sais rien, mais ça, ce n'est pas dû au hasard. C'est dû à plusieurs éléments, mais notamment c'est apporté au crédit des socialistes, de toutes les associations culturelles qui entourent et qui ont entouré le monde socialiste, aux syndicats, aux deux organisations syndicales qui existent, au mouvement associatif et aussi aux médias francophones qui ne sont pas comportés vis-à-vis de l'extrême droite de la même manière que se sont comportés les médias flamands. Je pense qu'il y a une conjonction d'éléments qui explique effectivement le fait que nous n'avons pas ici la situation française avec le Rassemblement national, ni le Vlaams Belang, ni la NVA, et que nous avons quand même une société qui reste arithmétiquement très majoritairement à gauche, même si politiquement elle n'est pas à gauche. D'accord. Mais en fait, vous venez de dire tout à l'heure que le parti de la classe ouvrière, c'était le parti des abstentionnistes. Mais qu'est-ce qui va faire, quand on regarde les politiques économiques et sociales des partis de droite ou de la social-démocratie, que la classe ouvrière ou les classes populaires vont dire, ah ben voilà, avec ce programme économique et social, je vais me prononcer pour ce parti. Enfin, quelles sont les différences entre une politique néolibérale, je ne sais pas, de Chirac, je prends l'exemple français, et une politique néolibérale de Hollande? Il n'y a pas de différence. C'est effectivement ce que j'ai qualifié de la maladie de la social-démocratie. C'est que pendant cette période néolibérale, même si des différences légères, des différences existaient entre les deux, mais globalement, une gestion socialiste ne se différenciait pas d'une gestion de droite. Voire même dans beaucoup de pays, y compris en Suède, la droite n'a jamais osé faire les réformes néolibérales qu'ont fait les sociodémocrates suédois. La droite a été au pouvoir, la première fois où la droite est arrivée au pouvoir après tant d'années, elle a continué une politique plutôt social-démocrate. Il a fallu que la gauche revienne au pouvoir pour développer une politique néolibérale. Ceci pour dire que pendant toute cette période, celle que j'ai appelée celle du renoncement des socialistes, qui en gros voit du milieu des années 70, les années 80, jusque maintenant, globalement, qui est la période du renoncement, la présence au pouvoir des socialistes ne se différencie pas nettement de la présence au pouvoir de la droite ou des conservateurs. C'est cela qui a fait que les socialistes ont été abandonnés, n'ont plus le soutien des classes populaires globalement. Que dans certains pays même, leur électorat est composé des classes les plus favorisées. Que dans certains pays où ils gardent encore un électorat important, ce n'est plus les pauvres, mais plutôt les riches, les friqués, j'allais dire, les riches qui votent pour des socialistes. Donc ça, c'est cette période que l'on a connue jusqu'ici.
Aujourd'hui, effectivement, ce que je dis, c'est que lorsqu'on fait que l'on veut tirer la leçon de ce qu'a pu être l'apport des socialistes et de ce qui aurait pu être différent peut-être pendant cette période, ce qui était le point de vue des gauches socialistes vaincus pendant cette période dans tous ces partis, au Parti travailliste, au Parti socialiste en Belgique, au Parti socialiste français, au SPD allemand, partout, les gauches socialistes avaient défendu une politique différente qui n'a pas prévalu. Donc, aujourd'hui, je pense, et ça c'est ce que j'ai essayé de dire en partie, que ce qu'a porté la gauche socialiste peut rajeunir le socialisme aujourd'hui et peut en faire de nouveau l'expression des classes populaires. Qu'on en trouve des indices, peu en Europe malheureusement, mais qu'on a vu une poussée à un moment donné en Grande-Bretagne avec Jeremy Corbyn à la tête du Parti travailliste. C'est une analyse longue à faire comme ça, j'ai essayé de la faire en partie dans le livre. Là, on voit bien une perspective tout à fait différente qui était avancée et qui aurait pu changer les choses, mais qui n'a pu résister à la puissance de la droite, et en particulier de la droite travailliste d'ailleurs. C'est au sein même du Parti travailliste des calomnies, des campagnes scandaleuses, les plus scandaleuses de l'histoire du socialisme qui ont été menées à l'encontre de Corbyn. Mais là, on a vu effectivement une possibilité réelle d'une autre politique et d'une politique mobilisatrice qui a mobilisé les classes populaires en Grande-Bretagne, qui avait fait du Parti travailliste le premier parti de toute l'internationale socialiste alors qu'il était dans un état mourant avant et qui lui avait donné une autre perspective pendant un petit temps, mais qui s'est trouvé piégé et détruit par l'alliance non seulement de l'establishment, ce qui est normal et naturel, mais aussi de la droite socialiste et surtout du Brexit dont il s'est trouvé prisonnier à un moment donné. Là, il y avait une perspective différente et qui a montré d'ailleurs sa potentialité, sa capacité à faire autre chose. On voit la même chose aux États-Unis aujourd'hui. Les démocrates socialistes aux États-Unis, être socialiste, ça correspondait à être éliminé du champ politique. Personne n'osait même exprimer une telle idée. Aujourd'hui, c'est tout à fait diabolisé. Les personnages les plus populaires se revendiquent du socialisme. Il y a un parti socialiste-démocrate, il s'appelle, qui est un parti qui anime le débat politique et intellectuel. La plupart des intellos de gauche s'identifient à ce courant-là. Il y a des députés, Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders et bien d'autres qui se réclament de ce parti et qui influencent déjà fortement aujourd'hui la politique américaine, qui aurait été sans doute très différente avec le même président si cette gauche démocrate n'existait aux États-Unis. Donc on voit de cela. Il y a aussi des éléments que l'on peut retrouver en Europe d'une manière aujourd'hui moins forte. On voit au Portugal une gestion différente d'un gouvernement socialiste minoritaire soutenu par les communistes et le bloc de gauche qui essaye de mener une politique différente de celle que lui imprimeraient les contraintes des traités européens. Donc des germes existent, mais donc ce que j'ai essayé de faire, c'est pas donner des recettes, moi je n'en sais rien, je ne veux pas dire il faut faire ceci, cela, mais c'est dire que dans l'histoire des socialistes, dans le legs que nous pouvons recueillir aujourd'hui, il y a des éléments qui permettent de refaire vivre cette pensée, qui pour moi, c'est ça mon engagement politique, est une pensée importante et fondamentale.